Bertrand Keller s'est intéressé à tous ces sujets et a essayé de voir comment on pouvait découper en fait notre empreinte énergétique à nous, internautes. Et l'idée, vous le savez tous, quand on découpe un problème, c'est plus facile d'agir dessus. Donc Bertrand va nous présenter cette réflexion dès maintenant, et je vous demande de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. Merci. Bonsoir. Oula, on m'entend? Bonsoir. Alors, je m'appelle Bertrand. Alors, je viens de Rouen. Il y a un mois, mon polo était gris clair, blanc. Hashtag Lubrizol. J'habite en face d'une usine qui a craché un peu de feu. Enfin, peu importe, mais en tout cas, je viens vous parler d'environnement. Je ne sais pas si je suis bien placé pour le faire. Alors, je m'appelle Bertrand. J'ai 40 ans. Et il y a des gens qui ont 40 ans dans la salle? Ouais, levez la main. On voit pas grand-chose, ouais. Ouais, c'est un peu une conf de vieux ici, non? On est d'accord? Bon, bref. Alors pour ceux qui n'ont pas 40 ans, je vous dis un truc, ça va vous arriver peut-être. Quand on a 40 ans, il y a un truc qui peut vous arriver, ça s'appelle la crise de la quarantaine, alors surtout quand on est un homme. La crise de la quarantaine, je ne vais pas vous en parler, vous inquiétez pas, mais alors moi, ça m'est arrivé. Et pour en sortir, j'ai dû admettre des choses. J'ai dû admettre peut-être que j'avais du mal parfois à faire passer mes idées. Alors avant 40 ans, l'environnement, l'énergie et le numérique, pour moi, il y avait une évidence, c'était complètement lié. Quelqu'un qui n'y faisait pas attention, je trouvais que c'était soit quelqu'un de débile, soit qui me mettait de la mauvaise volonté. Bon, j'ai réfléchi sur moi-même, et je me suis dit que peut-être, en fait, c'était pas si évident et que je devais expliquer ce que j'avais en tête. Alors à 40 ans, moi j'ai changé un peu de vision sur moi-même, et ce que je vais juste essayer de faire là, dans le temps qui m'est imparti, c'est de vous faire peut-être aussi changer un petit peu votre vision sur l'environnement et le numérique. Alors tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un contexte, le contexte du facteur 4. Alors moi j'ai découvert récemment, je découvre aussi des choses comme vous. Alors le facteur 4, c'est quelque chose d'assez ancien finalement, qui a été discuté en 1990 par le GIEC. Donc vous pouvez lire un petit peu les objectifs, la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050. Alors là, c'est rigolo, c'est que c'est sur les chiffres de 1990. Donc là, vous vous dites, waouh, sacré objectif. Alors ça a été plus ou moins discuté en France en 2002 et adopté au Grenelle de l'environnement. Alors si je vous présente ce chiffre, c'est pour vous dire que tous ensemble, on est un petit peu engagés dans un objectif commun. Un objectif que je qualifierais qui est d'être plus sobre, de sobriété. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le domaine du numérique, mais le numérique c'est large, et plus particulièrement le domaine du numérique et du web. Alors moi je fais des interfaces, je suis indépendant, et en termes d'empreinte énergétique, une page web ça peut se voir comme ça avec ce graphique. On ouvre son navigateur, on charge une page, un certain nombre d'éléments sont chargés par le navigateur, on charge du texte, des images, des vidéos, de l'événement, du style, etc. Dans mon métier, quand on fait bien son métier, l'objectif, c'est que la page se charge en moins d'une seconde. Alors en moins d'une seconde, pourquoi? Parce qu'avec la mobilité, les mobiles, une bande passante pas très élevée, l'expérience d'utilisateur montre qu'au-delà d'une seconde, l'utilisateur ne trouve pas que ce soit génial. Et puis si vous avez une bande passante qui n'est pas très élevée, c'est possible que vous n'arrivez pas à charger la page tout court, sachant qu'il y a des utilisateurs dans certains pays qui ont des périphériques, des mobiles avec un faible processeur, et la page charge. Dans notre métier, il y a une mouvance sur le développement d'interfaces avec le dev front, etc. Et souvent, pour développer du front, on va utiliser des outils codés en JS, le JavaScript. Et donc ces outils, c'est de l'outillage projet, vont se servir de Node.js. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous êtes du domaine. Alors Node.js, si je devais vous donner une image de ce que ça représente en termes d'outillage sur un projet, il faudrait que je cherche, que je vous donne une image un peu parlante. Alors en fait, c'est une sorte de truc. Alors vous avez besoin d'une fonction, d'accord? Alors vous téléchargez des paquets, qui téléchargent des paquets, qui téléchargent des paquets. Enfin vous téléchargez plein de trucs. Moi je dis qu'on télécharge la Terre entière. Il y a certaines personnes qui disent qu'on charge l'univers. Peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai que ça prend du poids.
Et puis ensuite tout ce code-là, eh bien, en fait, on va mettre un système d'intégration continue derrière. C'est pour moi? Non, et on va l'envoyer dans un système d'intégration continue, sachant que tous les jobs ou éléments que vous voyez au-dessus contiennent potentiellement le code que je vous ai montré avant. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous vous dites, ouais, alors ça représente quoi? Alors si on essaie de faire une représentation graphique de tout ça, imaginez que vous avez votre code, votre base de code, celle que codent vos développeurs. Grosso modo, si vous étudiez les projets et vous regardez, c'est de l'ordre d'une centaine de mégas. Alors parfois c'est moins, parfois c'est un petit peu plus, mais même des gros projets, en fait, c'est pas plus important que ça. Alors, on va rajouter notre JS dessus. Un ordre de grandeur, waouh! Alors là, on a un film en HD. Donc votre projet dépend d'un film, l'équivalent d'un film en HD de code, juste pour s'outiller. Donc déjà, c'est un petit peu beaucoup. Et ensuite, on va mettre tout ça dans un système d'intégration continue. Oula, hop. Et là, j'ai mis un point d'interrogation. Parce qu'on ne sait pas si le système est bien géré, ce sont des machines virtuelles qui sont lancées, qui sont arrêtées, etc. Alors ça peut donner ça. En tout cas, c'est énorme. Alors on a du mal un petit peu à mesurer ce que ça peut être. Le numérique, ça peut être utile, ça peut faire des économies d'énergie, en même temps ça prend de l'énergie, ça consomme, ça nous coûte de l'argent. Dans une entreprise, dans une DSI, on va se dire, mais tiens, on va mettre en place un système qui va permettre d'optimiser les serveurs, nos machines, notre code. Ça consomme trop, on va prendre ça en main, c'est une politique de l'entreprise, on y va. C'est bien, il faut le faire. Mais moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que c'est pas suffisant. Si jamais vous passez votre hébergement au vert, c'est une bonne démarche, c'est un bon début, mais c'est pas forcément assez. Si on regarde l'empreinte des data centers maintenant, et que là vous avez l'empreinte des data centers, et bien il y a quelque chose qui consomme plus que les data centers, selon des chiffres officiels que j'ai, qui sont tout nouveaux et qui vont sortir, eh bien c'est le réseau. Parce qu'une fois que vous avez construit votre centre de données, qui d'ailleurs au passage sont très optimisés, eh bien en fait il faut faire rentrer les données et les faire sortir. Alors j'aimerais que vous regardiez le titre en fait de ce visuel pour voir qu'en fait c'est un chiffre qui cumule fabrication et utilisation. Donc frais de fonctionnement et renouvellement du parc. Vous vous doutez bien que les frais de fabrication, l'empreinte de fabrication est beaucoup plus importante que celle en utilisation. Et il y a quelque chose qui consomme plus que les data centers et les réseaux. C'est bien, vous participez, là, je vous sens très motivé. Vous avez une idée? Alors, c'est pas très compliqué à trouver parce qu'en fait, c'est moi, c'est vous, c'est nous. Dans ce graphe, en fait, entre les data centers, le réseau et nos activités sur les mobiles, nos achats de périphériques, on représente 60% de la consommation d'énergie. C'est pas mal. Alors, il y a certaines personnes qui vont regarder ce graphe et qui vont se dire pas de souci, en fait, les data centers, ça consomme pas beaucoup, en fait. Sous UGG de faire des efforts. Tranquille. Je suis pas si sûr, parce qu'en fait, dans les usagers, il y a une délégation, une externalisation de la dépense d'énergie. Quand vous achetez un billet SNCF, alors il y avait des vieux de plus de 40 ans, je crois, dans la salle, alors peut-être que vous aussi, comme moi, vous achetez encore vos billets dans les bornes, vous savez. Bon, ils ont changé le système, maintenant il faut mettre son nom. Eh bien, vous achetez le billet, vous payez, vous prenez le billet, vous allez dans votre train, voilà, pas de souci. Et puis il y a d'autres personnes, les plus jeunes, je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré, ils utilisent un mobile. Ils consultent un site. Et pour consulter le site, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent le périphérique. Si c'est pas génial. Ils mettent eux-mêmes l'énergie dans le périphérique. Et imaginons qu'ils aient besoin d'imprimer le ticket. Il faut qu'ils achètent une imprimante. Qu'ils achètent le papier, qu'ils achètent l'encre. Donc, c'est un besoin en énergie qui est demandé par le service, mais qui n'est plus à la charge de l'entreprise. Donc, il y a une partie dans les 60% des usagers qui sont en fait générés par l'outil. Mais il y a pire encore. Imaginez que l'application soit très lourde et qu'elle dépense de l'énergie, qu'elle fasse un petit peu marcher votre processeur. Ça va ramer.
vous allez vous sentir obligé d'acheter un nouveau mobile pour que ça marche. C'est peut-être arrivé à certains. Il y en a qui achètent des périphériques par confort, d'autres par nécessité. Et puis il y a encore un autre paramètre, la compatibilité. Moi, j'achète des mobiles un peu plus anciens. Alors, j'utilisais Trendline, et en fait, j'étais bloqué en Android et ça ne marchait plus. Alors, je suis repassé à Oui SNCF. Heureusement que vous avez un peu mis à jour leur application, elle marchait mieux. Mais du coup, je ne pouvais plus utiliser mon mobile, enfin Trendline avec mon mobile. Et ça oblige aussi à acheter des nouveaux portables. Donc, il y a une responsabilité des entreprises dans le fait que les usagers dépensent plus d'énergie. Alors mon but, je vais le répéter peut-être plusieurs fois, mais ce n'est pas de mettre les gens dos à dos. Mais c'est d'essayer de voir qu'en fait, la vision sur l'énergie est peut-être un petit peu plus compliquée qu'on ne le pense. Alors aujourd'hui, si vous deviez réfléchir à est-ce que c'est les serveurs, est-ce que c'est les périphériques qui consomment le plus, et ben moi je vous dirais, en fonction des chiffres, en fonction de moi ce que j'ai vu, ce sont les périphériques. Effectivement, c'est ce qu'on met comme outil dans les périphériques qui consomment le plus. Il faut aussi optimiser les serveurs. Revenons un petit peu sur ce qu'on a vu du coup. Alors on a du code front. L'utilisateur, c'est à peu près ce qu'il voit. Donc on veut créer ça. On va dire c'est le strict nécessaire. Pour mettre du code front, on va mettre du code back. Du code back, on va mettre de l'outillage. On va mettre de l'outillage, on va mettre tout ça après dans un système d'intégration continue. Après, il y a le réseau qui arrive, et ensuite il y a les usages. Moi, je me dis qu'il y a peut-être une relation entre toutes ces dépenses d'énergie. Quand on monte ça, on se dit, mais si on veut baisser les dépenses d'énergie, bien sûr, il faut diminuer la dépense des usages. Et moi, je dis, mais en fait, s'il y avait un lien entre toutes ces énergies, c'est pas sur les usages qu'il faudrait jouer, mais sur le front. C'est celui-là qui génère, par les millions d'utilisations, en fait, la dépense énergétique. D'autant plus que moi, parfois, je tombe sur des chiffres comme ça. Voilà. Alors en fait, on fait pas mal de trucs qui servent à rien, ou qui servent plus. Alors c'est un choix, c'est un modèle économique. Ou alors on maintient des choses qui ne fonctionnent plus. Donc j'arrive un peu avec mes grands sabots, on va dire. Je ne sais pas ce que vous avez lu l'année dernière, peut-être qu'il y avait un buzzword qui était la sécurité, l'année d'avant c'était la qualité, avant c'était le déploiement, et moi j'arrive avec l'énergie. Vous êtes dans vos entreprises et vous vous dites, encore un truc là, c'est bon, hein. On va encore devoir gérer tout ça, c'est déjà assez compliqué. Comment on peut faire pour délester un petit peu tout ça, arrêter de faire tout porter sur l'IT ? Je vais vous proposer 4 facteurs éventuellement de réflexion qui vont vous aider, je l'espère. Ces 4 facteurs, ils sont ceux-ci. Alors vous avez d'abord 2 propositions dégressives de diminution, c'est-à-dire la première que je vous propose, c'est limiter la consommation. Alors limiter la consommation, c'est optimiser les serveurs, arrêter d'acheter toujours des nouveaux serveurs, parce que ça consomme plus d'en acheter que d'utiliser et d'optimiser les anciens. Donc optimiser, recycler, faire des actions au niveau du matériel. Une deuxième qui va être un petit peu plus radicale aussi, c'est de supprimer l'inutile. Vous avez peut-être des outils qui ne vous servent à rien, ou qui ne sont pas beaucoup utilisés, ou qu'on peut optimiser, ou alors on peut remplacer les interfaces numériques par des choses plus physiques, qui consomment moins d'énergie. J'ai lu une stat, mais elle ne doit pas être très précise, qui dit que 70% des dépenses d'une DSI sont attribuées à la dette technique. Alors peut-être c'est pas 70, peut-être c'est 60, 50, 40, mais c'est énorme. Alors, dette technique, ça existe. Si c'est pour maintenir un outil vraiment très utile à l'entreprise, c'est bien. Mais souvent, on passe plus de temps à maintenir quelque chose qui n'a pas d'utilité et qui a été mal codé. Peut-être qu'il faut tout simplement élaguer. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout supprimer, mais vous pouvez au moins supprimer le code mort et les choses qui ne servent plus à rien. Archiver. Et après, vous allez avoir une autre phase de vision de l'énergie, c'est dans la construction, quand vous allez construire de nouveaux outils. Et avoir une idée de sobriété. C'est là qu'elle arrive. Et vous allez essayer d'utiliser des technos adaptés à votre besoin. J'ai mis une petite attaque sur React, j'aime bien. Je ne le fais pas avec des amis, mais c'est sympa. Des choses éprouvées qui vont consommer moins d'énergie possible qu'une réflexion. Et surtout sur des projets non critiques. Vous avez des projets critiques où vous avez peut-être envie d'utiliser des technos qui vont être nouvelles pour anticiper le marché, mais il y a plein d'outils que vous créez qui sont non critiques. Et il y a des outils très adaptés pour ça. Je vais placer un petit peu ce que je fais. Moi, je suis investi dans les gestionnaires de sites statiques.
vous allez voir par la suite que ça marche plutôt pas mal. Dernier point, concevoir de façon responsable. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'en fait, c'est un truc un peu plus global, ça dépend un petit peu de la politique de votre entreprise, vous pouvez l'appliquer tout seul, mais ça va impacter d'une meilleure façon les économies d'énergie en essayant de faire des choses qui sont utiles à la société, qui vont avoir un sens dans le temps, des applis qui vont être résilientes, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir besoin de modifier ou de maintenir sur un long terme. Alors, moi dans tout ça, parce qu'on est dans une course sur le retour d'expérience, donc il faut que je parle un petit peu de moi. Et vous allez me dire, mais bien sûr, tu domines tout ça? Ben non, je suis comme vous. Moi, je prends les 4 et puis en fonction des projets, je fais un peu ce que je peux. Alors par contre, j'ai pas mal investi sur le 2, sur les outils savants. Ça fait un petit moment que je fais ça. Et j'ai construit un petit outil dans ma cuisine. Je l'ai appelé Lotus. Sympa, j'ai mis un W. Parce que je n'ai pas parlé des low-tech, mais les low-tech, je ne vais pas en parler parce qu'en fait, c'est un peu un niveau zéro où là, en fait, il faudrait que le modèle économique global dans lequel on vit, il a un petit peu changé. Donc, j'ai pas le temps d'en parler. Donc, j'ai construit cet outil et je vous le dis, c'est pas un placement produit parce qu'en fait, j'ai rien lancé, j'ai fait pour moi et pour mes besoins personnels. Hein. Et pour prouver ce que j'essaye de vous dire. Ça fait des preuves, c'est sympa. Alors, pourquoi j'ai créé cet outil ? Alors j'ai créé pour 3 raisons. Alors la première, c'était que quand on fait de la qualité et de la sobriété dans le web, en fait c'est difficile de trouver des clients parce que ça les passionne pas trop. Donc il faut trouver des chiffres pour leur montrer et leur dire, vous voyez, c'est quand même important. Sachant qu'aujourd'hui dans le référencement, si vous n'avez pas un site qui se charge rapidement, eh bien en fait vous allez être éventuellement mal classé. Deuxième point, j'essaye autant que je peux de mettre de l'itération dans les projets aussi petits qu'ils soient. Et pour faire de l'itération, il y a une phase de test. Et pour avoir une phase de test, il faut des chiffres. Donc j'ai construit des chiffres pour essayer de fonctionner en itération. Et troisième raison, on a beaucoup d'outils de test automatisés qu'on va mettre dans sa machine, ou alors au niveau du build, etc. On a d'autres outils qui sont après, qui sont souvent des outils qu'on paye déjà, là, je n'aime pas trop payer, et ils sont tous en fait spécialisés dans quelque chose de particulier. Ils doivent développer leur modèle économique, alors ça va être la performance, la sécurité, l'accessibilité, ils sont tous différents. Et moi, je voulais faire sur un même affichage, afficher des indicateurs de type hétérogène. Et je n'avais pas ce qu'il fallait. Donc j'ai construit un outil. Alors voilà, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Ça, c'était un projet où là, je l'avais mis à la fin. Donc là, vous avez une phase report qui effectivement se déroule après le déploiement. Donc je compile, j'envoie des données sur des CDN, j'envoie en prod, et une fois que c'est en prod, je lance mon outil. Et donc j'ai fait un script bash dans un terminal pour que je puisse le lancer partout. Et à l'intérieur de mon script bash, j'appelle juste des outils qui existent, j'ai rien inventé, je récupère les données, je les stocke, et je vais pouvoir les afficher avec un outil de templating, de mise en forme des données. Et pour débuter, parce que c'est très facile, je connais bien la techno, j'ai utilisé un outil qu'on appelle Jekyll, un générateur de scie statique. Alors je l'ai utilisé pour plusieurs raisons. Alors si on devait décrire l'arborescence, en fait je stocke les données dans data, alors par date, ce qui me permet de revenir dans le temps et de faire éventuellement des graphes temporels. J'ai un fichier de config dans lequel je vais mettre mes URL, la config du projet, pas mal de choses. Un git ignore passons. Un index.html effectivement qui va être propre au projet, parce qu'en fait je voulais aussi un outil qui évolue en fonction du temps, puisqu'en fonction du temps du projet, on n'a pas besoin d'avoir les mêmes données qui vont s'afficher sur l'interface. Et puis comme c'est du Ruby, j'ai un gemfile, et l'intérêt de Jekyll, c'est qu'en fait il a un système de templates, ce qui me permet en fait, si je fais du déploiement et je déploie plusieurs dépôts, en fait je vais pouvoir faire dépendre tous mes dépôts d'un template maître dans lequel je vais faire des évolutions de gestion des paramètres. Sympa. Et donc ça, c'était pour moi. Alors, peut-être vous avez envie de voir l'outil. Oui, alors, je dois vous annoncer, parce que j'ai un petit bémol, c'est qu'en fait, j'ai fait les tests sur un site, et en fait, la personne, je lui ai monté les données, enfin les résultats, et elle m'a dit c'est pas des très bons résultats, j'ai peur que ça crée un petit peu de remous dans la salle. Donc si tu pouvais le flouter, donc j'ai flouté et je pourrais pas vous dire en fait sur quel site j'ai fait Ça vous va? Donc, c'est encore les
C'est les slides de la répète, ça, non? Alors, oui, mais non, oui, j'ai oublié. Oui, alors j'en ai parlé hier à Jonathan, et en fait, il m'a dit non, la planète, mais c'est quelque chose de vraiment trop important. On ne peut pas se voiler la face, cacher un petit peu les chiffres. Il faut qu'on révèle tout ça au public. Donc voilà, et on vous annonce les chiffres de DevOps, DevOps qui ne sont pas terribles, mais qui vont nous permettre d'améliorer le site. Donc tous ensemble, nous allons faire un constat sur ce site, et espérons que l'année prochaine, le site ait un meilleur score. Et corresponde un petit peu aux engagements aux superbes engagements qu'ont fait la conférence, bien évidemment. Alors, cet outil, si je devais vous le décrire, je l'ai décomposé, donc c'est des résultats un petit peu hétérogènes. Alors, j'ai fini un peu il y a la semaine dernière, il y a 2 semaines, l'outil, donc il peut encore évoluer. Dans la première partie, j'ai mis ce que j'appelle des badges, pour que ce soit un petit peu clair pour les gens. Donc, c'est un mode un peu oui-non, soit c'est bon, soit c'est pas bon. D'accord? Donc, on a pour l'instant du est-ce que c'est green? Donc, j'interroge une API, il me dit oui ou non. Donc là, DevOps, c'est pas mal, c'est pas toujours le cas. Les erreurs d'accessibilité, donc si moins de 5 erreurs d'accessibilité, ok, ça passe. Bon, là, c'est pas le cas. C'est rare qu'on n'en ait pas un. La sécurité, est-ce que les CSP sont mis en place et est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Alors pour les CSP, c'est pas très compliqué à mettre en place, c'est 6% des sites qui les mettent en place. Donc ça fait pas énormément. Et là, un indicateur l'énergie, qui va vous intéresser peut-être plus, donc je vais peut-être le détailler. J'ai pris pour exemple l'EcoIndex, qui a été fait par une association Green IT, et moi l'EcoIndex il me plaisait pas trop, parce qu'en fait c'était une échelle fermée. Alors ça me plaît pas trop parce que je suis un peu développeur, et dans l'index fermé, enfin l'indicateur fermé de l'EcoIndex, on peut pas avoir 100. Pour avoir 100, il faut avoir 0 requête, rien dans la page, enfin rien. Moi j'aime bien avoir 100. Donc 100, c'est à peu près mon site. D'accord? Ça, puis en fait j'ai un peu amélioré, parce que je trouvais des gens qui avaient fait des sites un peu meilleurs, mais... Alors par contre, les chiffres 59 et le 0, eux, je les ai pris sur le crawl d'HTTP Archive, qui crawl un panel de sites assez immense et qui fait une moyenne. Alors c'est une moyenne qui évolue, c'est-à-dire que les sites grossissent de plus en plus, je vous le fais pour vous, durant le nombre des années. Donc les sites sont plus gros qu'un jeu vidéo des années 90, ça fait un peu mal. Et donc 59 c'est la moyenne, et 0 c'est la fourchette basse ou haute, comme vous voulez. Donc c'est une échelle ouverte, donc on peut avoir moins de 0. Voire beaucoup moins de 0. Mais bon, une fois qu'on le sait, en plus c'est très facile d'augmenter. Donc c'est bien de l'avoir. Pour la qualité, j'ai juste repris les chiffres de Lighthouse de Google, que vous avez dans vos navigateurs Chrome. Pour le chargement, c'est ce qui va constituer l'éco-index. Donc là, vous voyez que 250 requêtes pour un site web, waouh, c'est pas mal. 2205 éléments de DOM. Et 5 mégas, oui, effectivement, c'est important. Donc si on analyse tout ça, on pourrait l'améliorer très rapidement. Et il y a une deuxième partie, une partie performance, où j'ai essayé de faire monter des chiffres pertinents. Ce n'est pas toujours évident d'avoir des chiffres pertinents. Et notamment, vous avez par exemple le temps de blocage au niveau de la performance. Donc ça, c'est le temps que le JS attend. Ce n'est pas le temps où le navigateur exécute du JS. Non, il attend le JS. Comme ça. Donc 3 secondes 88 sur 5 secondes pour attendre que ce soit chargé et 7 secondes que le navigateur ne reçoive plus rien. C'est pas mal. Donc ça, c'est des possibilités d'amélioration de la performance. Et puis la sécurité, c'est les CSP. Donc voilà, il n'y a rien de fou. C'est peut-être un indicateur à travailler un petit peu plus. Et puis je me suis dit, tiens, mais alors ton outil, je me suis dit, mais tiens, mais je vais le faire pour qu'il analyse plusieurs pages dans le site, parce que la home page, c'est bien, là, la page d'accueil, mais il y a des pages intérieures. Donc j'ai fait ça, puis je me suis dit, mais en fait, si je peux faire plusieurs URL, je vais faire différents sites différents. Ce serait pas mal pour étudier la concurrence. Alors la concurrence de DevOps Rex, j'ai pris un petit panel de sites de conférences françaises, donc les professionnels du métier qui font du web, ou presque. Alors ça donne ça. Voilà. Alors faites pas trop gaffe au classement, hein. Ça dépend de ce qu'on met dans les pages. Le web est assez hétérogène, donc c'est difficile de tout comparer, on ne veut pas tous faire la même chose. Mais on voit quand même des tendances. Donc dans les premiers, les conférences qui font de la qualité web et qui font des conférences sur la qualité web depuis longtemps. Donc c'est pas par hasard qu'elles sont dans les premiers. Alors il y a un petit intrus, c'est Codeur en scène. Alors Codeur en scène, je ne sais pas si vous connaissez, vous savez où c'est.
Alors ça se passe à Rouen. Et à Rouen, il y a des gens enfin, si vous voulez, dites faire du Jekyll. Et voilà, ils ont des polos noirs des fois sur scène. Et du coup, ils ont un bon score. Ceci dit, le site est très bien fait, il a été très bien repris. Et après, vous avez c'est une conférence, vous pouvez aller, le programme est très bien cette année. Et après, vous avez d'autres conférences, donc par exemple WP Tech. Donc WP Tech, du WordPress. Avec les générateurs statiques, on essaie un peu de remplacer le WordPress et le poids que ça fait et le manque de score que ça fait. Alors Sonytech, je vais en parler un peu parce qu'en fait, ils font du chargement asynchrone. Du coup, ils ont un très bon score, mais en fait, ils chargent le contenu après. Et du coup, c'est facile, il n'y a rien dans la page. Et puis après, on n'a toujours pas ce qui nous intéresse, parce qu'en fait, il y a d'autres sites intermédiaires, et on voit que c'est des conférences un peu plus généralistes, donc qui ne sont pas forcément axées sur la qualité web, donc ils ont un moins bon score. Et il y a des choses qui m'intéressent, par exemple, c'est Vue Amsterdam. Vue Amsterdam, et puis bien sûr, dans la fin du classement, où là on découvre DevOps Rex, où on a React Europe. Donc Vue et React, c'est ce qui embauche le plus de développeurs front aujourd'hui. Donc moins 58, c'est pas mal. On peut mieux faire. Bon, en ce qui nous concerne, pas de souci, puisqu'en fait, DevOps Rex, c'est pas une conférence de web, donc on pourrait faire mieux, mais en même temps, comme c'est pas des gens qui font du web, c'est pas si grave. Voilà, c'est déjà bien de s'y intéresser. Pour les autres, DevFest Nantes, 96, c'est dur. Alors, ce que je pourrais dire un petit peu, et pour clarifier mon message, c'est que moi, j'ai pas fait ce classement en fait pour mettre les gens dos à dos et dire ah oui, alors faut être premier, toi t'as pas un bon classement, c'est pas bien. Je l'ai fait au départ en fait pour essayer d'expliquer ce que j'arrivais pas à expliquer quand j'avais pas 40 ans. Et j'espère que j'ai réussi à vous l'expliquer. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, les interfaces qu'on met en ligne, en fait, elles sont d'une qualité assez basse, en fait, assez peu importante. Et que ce serait pas mal de travailler dessus, puisqu'apparemment, avec les usages des gens, ça consomme énormément d'énergie. Donc le front et la qualité web, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse des services IT. Alors que ceci leur coûte assez cher et qui peut leur faire gagner énormément d'argent. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Donc voilà, ce serait bien de vous intéresser aux interfaces. Par contre, pour vous intéresser aux interfaces, et baisser votre consommation d'énergie, mais il faut trouver un sens dans votre entreprise pour arrêter de faire des choses qui ne servent à rien et essayer de faire des choses qui durent, faire de la durabilité. Donc j'ai cette petite citation de Václav Havel. J'ignorais que je pouvais un jour citer Václav Havel, mais c'est sympa. Alors, dans cette optique du facteur 4 et d'être tous ensemble pour aller vers un futur qu'on ignore, pour essayer de se battre, si on a une bonne vision de ce qu'on dépense et de ce qu'on fait mal, on va certainement pouvoir s'améliorer. Donc si dans vos équipes, vous trouvez du sens tous ensemble à ce que vous faites, il y a des chances que ces problématiques, elles se résoudent et que vous avanciez et que vous alliez vers quelque chose de bien. Alors je vous invite à vous intéresser aux interfaces, à la qualité des interfaces, bien entendu, mais à trouver du sens dans vos projets, et je pense que vous allez y arriver et que on va aller vers quelque chose de mieux au niveau des interfaces dans un futur proche, n'est-ce pas? Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bonne soirée. Merci. Bon, on parlait d'écologie, de Green IT. Je pense que DevOps Rex, on voit qu'on a encore des efforts à faire. Ce que je vous propose, c'est qu'on ce soit également une